Eh bien, chers amis, nous sommes le mercredi 12 décembre et nous abordons le chapitre 6 de l'individualité humaine. La difficulté principale pour les philosophes qui cherchent à s'expliquer la représentation, c'est que nous ne sommes pas identiques aux choses extérieures et que nos représentations doivent cependant avoir un aspect qui corresponde à ces choses. Vous vous souvenez sans doute qu'on a déjà parlé de ce que c'est qu'une représentation. Ici, dans le chapitre, il va préciser cette notion, mais pour résumer, je dirais très simplement qu'une représentation est une image mentale, une image intérieure qui se crée au contact d'une perception. J'observe la pomme et il se forme en moi une représentation de cette pomme. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit à ce sujet, mais ici, il nous parle de la difficulté de se dire, si pour les philosophes, on n'est pas identique aux choses, et donc on se forme des représentations des choses, il faut bien que nos représentations doivent avoir un aspect qui corresponde à ces choses. Mais si on voit les choses d'un peu plus près, cette difficulté s'évanouit. C'est vrai qu'on n'est pas des choses extérieures. On est un être individuel, un être humain individuel, mais il n'empêche qu'on fait partie intégrante du devenir universel. Ça, on ne peut pas le nier. C'est même le règne de l'évidence. En tant qu'être distinct du monde extérieur, néanmoins, on est inclus dans ce monde en devenir. Et l'image qu'on a souvent de la relation qu'on pourrait avoir avec des choses extérieures à soi, c'est que ces choses extérieures à soi viennent s'imprimer à l'intérieur de nous comme un cachet se grave dans la cire. Désolé, j'ai été interrompu par le téléphone. Une nouvelle perception inattendue. Comment aurais-je la notion de cet arbre qui se dresse à 10 pas de moi? C'est mal poser la question. En fait, quand on s'observe bien, le corps n'a pas ces limites absolues qu'on lui prête généralement. En fait, les forces qui sont à l'intérieur de mon corps, les matériaux qui sont à l'intérieur de mon corps, sont les mêmes que ceux qui agissent à l'extérieur de nous dans la nature, soit sous forme animale, soit sous forme végétale, soit sous forme minérale. Toutes ces forces, en fait, sont présentes dans le corps humain parce qu'on forme un tout indivisible avec le devenir général. Et pour dire les choses encore autrement, on pourrait dire « je suis réellement les choses », sinon en tant que sujet, du moins en tant que partie du devenir universel. Et là se pose la question du moi. On en a parlé assez brièvement, mais ça laisserait à supposer que si nous sommes réellement les choses, ça voudrait dire qu'il y a à l'intérieur de l'être humain, que l'être humain est plus grand qu'il ne le pense, et que nous sommes plus grands qu'on le pense, et que nous sommes réellement les choses. Ça veut tout simplement dire qu'il existe une instance qui sera peut-être appelée le je. Donc il n'y aurait pas seulement notre moi, notre personne humaine avec ses sentiments, avec ses actions, avec ses perceptions, ses expériences du monde en tant que sujet. Et le sujet, je le rappelle, il est posé par l'activité du penser.
Mais du fait que nous participons intimement au devenir des choses, on pourrait envisager qu'une instance beaucoup plus importante et plus grande, appelée le je, fait partie de la constitution de l'être humain. Donc on peut souligner que la perception de l'arbre est confondue dans un tout dont je fais aussi partie. Quand je perçois l'arbre qui est à 10 mètres de moi, quelque part je suis aussi cet arbre. Nous sommes faits des mêmes constituants, etc., des mêmes processus. Et jusqu'au bout de l'horizon et jusqu'au bout des étoiles, pourquoi pas. Tout est probablement une question de conscience. Et la conscience est une chose éminemment mystérieuse. Le devenir universel engendre la perception de cet arbre comme il engendre la perception de mon propre moi. C'est ce même devenir universel qui engendre ces deux choses. Si j'étais non plus observateur mais créateur du monde, l'objet et le sujet, la perception et le moi, seraient engendrés uno actu. Car ils se conditionnent l'un l'autre. Donc comme des frères et des sœurs, ils ne peuvent pas bouger l'un sans l'autre. En tant qu'observateur du monde, je puis, grâce à la pensée, ramener l'une à l'autre ces deux faces de l'être, découvrir l'élément commun entre elles et les relier par les concepts qui s'y rapportent. L'être humain vient s'insérer dans le monde et créer une grande déchirure dans ce monde par sa conscience. Et c'est cette déchirure qu'il faut refermer, qu'il faut penser comme on pense un cheval. Il faut la guérir, il faut nous guérir et guérir le monde de cette fracture énorme qui se crée entre nous et lui. Et ça, c'est le rôle de l'être humain dans l'univers. Mais pour ce faire, nous créons. Nous sommes des êtres créateurs aussi à notre mesure. Lorsque je crée un tableau, lorsque je peins un tableau, ce tableau n'existait pas dans le monde. Je crée de nouvelles choses dans ce monde à l'aide de ma personne humaine propre. Il y a beaucoup de gens qui se battent, mais c'est un combat qui n'a pas de sens contre leur propre personne. Il faut, comme disait Nietzsche, arriver à devenir soi-même. Mais il ne faut pas se nier soi-même, même si on a l'intuition, au fur et à mesure qu'on étudie la philosophie de la liberté, qu'il existe des instances plus grandes, comme le je qui est le monde, qui appartient au monde, qui est le monde. On ne sait pas trop comment le dire, mais on a le pressentiment de ça, la nostalgie de cette entité qui est cosmique, universelle, à laquelle on voudrait participer, mais consciemment, comme une sorte de profonde nostalgie. Et c'est cette profonde nostalgie qui nous pousse à connaître le monde. Ou sinon, on pourrait très bien rester dans son jardin à regarder les plantes croître au printemps et dépérir en automne. Et non, nous nous posons des questions, nous voulons des réponses, nous cherchons qui suis-je, qui puis-je, où cours-je. Par cette profonde nostalgie du fait qu'on a créé cette fracture énorme par le fait de notre conscience. Il faut relire l'histoire de Perceval, le roi Arthur, où sous une forme imagée, tout ça est indiqué. Et il se fait que le monde, un jour, a décidé de se faire homme, probablement parce que c'était inscrit dans son propre destin
ce monde devait se faire homme. À ce sujet, je me suis posé l'autre fois la question de l'argent et je me suis dit, mais oui, au fond, l'argent c'est probablement la seule chose qui est une production humaine et pour laquelle moi, en fait, je ne trouve aucun concept, je ne trouve aucune idée qui peut venir se réunir à l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent n'existe pour moi que sur Terre. Il n'existe pas ailleurs. Et tout d'un coup, ça me semblait, enfin je réfléchis à ça pour l'instant, évident que il n'y a pas de pendant conceptuel à l'argent. Et donc un être qui viendrait du monde de l'esprit, qui jaillirait du monde vivant, des idées, parce que si ce monde des idées est vivant, c'est qu'il y a des êtres, un tel être qui arriverait et qui créerait, en arrivant par sa conscience terrestre, cette énorme fracture, si je lui montrais une pièce de monnaie, il serait absolument stupéfait. Mais bon, je vous livre le sujet de mes réflexions matinales. Continuons avec le texte. À l'instant où une perception apparaît dans le champ de ma conscience, ma pensée entre en activité. Une certaine intuition, un concept s'associe à ma perception. Donc dès que je me trouve en présence de la pomme, ma pensée entre en activité et une certaine intuition, un concept s'associe à ma perception de la pomme. Et je crée à l'intérieur de moi une image qui deviendra plus tard une image souvenir dont je pourrais que je pourrais me représenter à nouveau. Tout dépend de la manière dont fonctionne mon organisme corporel et spirituel. Donc je me forme des représentations, d'une part à partir du percept et de l'autre côté à partir de mon activité conceptuelle. Et la représentation n'est pas autre chose qu'une intuition rapportée à une certaine perception, un concept qui fut une fois lié à une perception et auquel demeure attaché le souvenir de cette perception. Représentation, intuition, concept, souvenir. Mon concept de la pomme n'est pas formé de la perception que j'ai eue d'une ou de plusieurs pommes. Il provient de mon activité conceptuelle. Par contre, ma représentation, mon image mentale de la pomme a été formée grâce à une perception. Je pourrais bien expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une pomme. Je ne sais pas comment, mais je pourrais. Quelqu'un qui n'a jamais vu une pomme. Mais je ne pourrais jamais lui en donner une représentation vivante. Le texte dit « La représentation est donc un concept individualisé ». Le concept a plutôt tendance à être de nature universelle, tandis que la représentation est individuelle, liée au sujet. Je vais me faire une représentation de la pomme à ma façon. Une autre personne va se faire une autre représentation de la pomme. Mais le concept nous est commun. La pleine réalité d'une chose nous est donnée au moment où nous l'observons par l'union du concept et de la perception. Il faut se guérir de la fracture qui s'opère dans le monde, parce qu'on vient s'insérer dans le monde. Nous sommes des voleurs. Le concept reçoit de la perception un aspect individuel. Donc la représentation, si vous voulez,
C'est pour ça qu'elle est placée dans la zone médiane de l'individualité. D'un côté le percept, de l'autre côté le concept, au milieu l'individu, l'individualité. La représentation occupe une place intermédiaire entre la perception et le concept. Elle est le concept défini, attaché à une perception précise. Je pense que ce n'est pas très compliqué à comprendre. À nouveau, il faut en tirer les conséquences. Il faut l'expérimenter. Essayez de vous former consciemment la représentation d'un objet simple que vous avez devant vous et de saisir la différence entre le concept qui n'a pas de forme, il n'a pas de forme précise, il est sans forme et pourtant il apporte la forme à la perception. C'est parce qu'il est vivant, constamment mouvant, il peut se glisser en direction de la perception de manière dynamique. C'est une forme sans forme. Maintenant, au cours d'une vie, on s'en fait des représentations. C'est ce qu'on appelle l'expérience d'une vie. C'est la biographie. Un homme a une expérience d'autant plus riche qu'il a une plus grande somme de concepts individualisés. C'est ici qu'intervient le pouvoir d'intuition. C'est par l'intuition que nous acquérons des concepts. Et la réalité s'offre à nous dans l'union de la perception et du concept. La représentation est la figure subjective de cette réalité. Si notre personnalité ne se manifestait que par la connaissance, la somme de toute réalité objective serait contenue dans la perception, le concept et la représentation. Mais dans l'être humain, il n'y a pas que ça. L'être humain est pensé, mais il est aussi sentir. L'être humain est fait aussi de sentiments. Et nous allons en parler dès à présent. L'homme ne fait pas que penser, il rapporte ses pensées à son être propre, au noyau de sa personne. Et par là, il rapporte ses pensées à sa propre subjectivité, sous forme de plaisir et de déplaisir, sympathie, antipathie. En fait, il y a deux pôles dans la personne humaine, c'est le penser et le sentir. Ce sont les deux activités relatives aux deux natures de l'homme, auxquelles nous avons déjà fait allusion. Par la pensée, on se relie à l'ordre cosmique universel des choses, et par le sentiment, on se retire dans l'intimité de son être. Par le sentiment, on pénètre au plus intime de son être personnel. Notre pensée nous unit au monde. Notre sentiment nous ramène à nous-mêmes et fait de nous un individu. Si on ne faisait que penser, le monde s'écoulerait devant nous de façon complètement, je dirais, objective. On penserait le monde. On penserait. Non, l'homme ne fait pas que penser. À cela s'ajoute d'une façon tout aussi mystérieuse des sentiments. Combien de fois je ne me suis pas trouvé devant un tableau et jaillissait en moi le sentiment que j'aimais ce tableau ou que je n'aimais pas ce tableau. Mais lorsque je m'observais, j'avais bien du mal à me dire pourquoi. Mais pourquoi est-ce que j'aime ce tableau? Et j'avais beau utiliser la pensée pour figer en termes
ce fameux pourquoi, je n'y arrivais jamais qu'à moitié. Les mots ne suffisaient pas. Le danger dans tout ça, c'est qu'on pourrait être tenté d'attribuer à la vie sentimentale un contenu plus réel qu'à la pensée. C'est plus substantiel, le sentiment. On vive, on a besoin d'avoir des sensations, c'est vraiment le drame de notre époque. Parce qu'on dénie à la pensée sa nature lumineuse et à proprement parler sa nature chaleureuse. On pourrait être tenté d'attribuer à la vie sentimentale un contenu plus réel qu'à la pensée, mais cette réalité plus grande n'existe qu'aux yeux de mon individualité. Pour l'ensemble du monde, et ça c'est important, ma vie sentimentale n'acquiert une valeur que lorsque le sentiment, devenant l'objet d'une perception intérieure, entre en rapport avec un concept et s'incorpore de la sorte au reste de l'univers. En fait, notre vie est une oscillation continuelle entre pensée et sentiment. Plus nous nous élevons dans le domaine général de la pensée, où l'individuel finit par ne plus être qu'un certain exemple du concept, plus se perd en nous le caractère personnel. La véritable individualité, c'est celle qui peut transformer ses sentiments et les amener dans le domaine des idées, où là on rejoint le royaume de la lumière et de la chaleur créatrice. Ça semble paradoxal, tellement nous sommes attachés à nos corps et à nos sentiments. Il y a des hommes pour qui les idées les plus générales, lorsqu'elles sont entrées dans leur tête, y revêtent une nuance particulière qui les fait reconnaître sans erreur possible des autres hommes. D'autres personnes ont des concepts si dénués d'originalité qu'on se demande s'ils ont pu être pensés par des êtres vraiment de chair et de sang. On est des êtres de chair et de sang. Notre vêtement est fait de chair et de sang. Dans la représentation, on a déjà une certaine empreinte d'individualité. Chacun de nous se place dans le monde selon son point de vue particulier. Une vie sentimentale, en fait, qui serait dépourvue de toute pensée, perdrait bientôt tout contact avec le monde, avec l'universel. Chez l'homme capable de se réaliser pleinement, la connaissance des choses va de pair avec le développement et l'affinement de la vie sentimentale. C'est par le sentiment que le concept arrive à s'animer d'une vie concrète. On expérimente d'abord le concept comme une chose morte, comme une chose figée. Il s'agit maintenant, pour ceux qui veulent progresser et avancer dans la direction qui est proposée par la philosophie de la liberté, d'y associer le sentiment purifié, la chaleur de la volonté, d'une volonté douce, pour que ces concepts sortent de leur tombeau et par une forme, je dirais, de résurrection, retrouvent à l'intérieur de nous une vie. Et ça, c'est un long chemin. Mais c'est un chemin qui, je pense, en vaut la peine. C'est tout un travail. À bientôt, les amis.